Tout le monde s'accorde sur le bien-fondé du développement durable, moi y compris. Cependant, la pression qu'implique la responsabilité d'une entreprise d'ameublement et les logiques de croissance, de rentabilité et de concurrence m'empêchaient de donner suffisamment de place à un tel changement de cap. Mais la crise sanitaire a donné un coup de frein brutal à l'économie mondiale, témoignant de la fragilité de notre mode de vie et parfois de son absurdité. J'ai soudain pris conscience de la nécessité absolue de revoir mes priorités. J'ai décidé de m'appuyer sur ce sentiment d'urgence pour tenter d'amorcer la transition de mon entreprise vers un design durable. Aujourd'hui, 1 an après, je voudrais partager avec vous le cheminement qui a été le mien entre raisonnement pragmatique et pensée visionnaire. Je voudrais aussi vous faire profiter des rencontres inspirantes que j'ai faites. Bien sûr, il n'existe pas de route toute tracée, mais l'expérience des autres m'a été utile, et le travail de prospective du French Design m'a aidé à me poser les bonnes questions. Markus Fers, le fondateur du magazine en ligne Design, imagine 2 scénarios post-crise. Soit nous restons passifs et notre monde se dégrade de façon irrémédiable, soit nous basculons massivement sur des logiques durables et notre monde se régénère, mais différemment du monde d'avant. En fait, il existe des centaines de raisons d'agir. L'urgence climatique, la préservation de la planète, la pression des consommateurs, l'horizon de nouvelles contraintes réglementaires, l'image de marque ou encore l'envie de retrouver du sens. Pourtant, aucune n'a jusqu'alors provoqué un déclic suffisamment fort en moi. Alors, je me suis posé la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui m'a le plus freiné dans ma volonté d'agir ? Le design durable, belle idée. Mes prix vont exploser et je vais perdre des clients. Comment prendre un tel risque dans le contexte d'incertitude actuelle ? Camif a fermé pendant le Black Friday pour défendre une consommation raisonnée. Et aujourd'hui, l'entreprise va bien. Finalement, son patron a eu raison. Les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Mais même si je voulais le faire, ça coûterait bien trop cher. Non, franchement, je sens que j'ai plus à y perdre qu'à y gagner. J'ai alors confronté mes craintes à l'aune de l'expérience d'autres entreprises, et j'ai découvert que le design durable pouvait être en fait une stratégie payante et un pari économique rentable. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'en pensant durable, on réduit les coûts d'énergie ou encore les chutes de matière. Ensuite, le design durable, en répondant à de nouvelles attentes, devient un gisement de croissance potentielle. Et puis, devenir durable facilite l'accès à de nouveaux financements, aide à la transition écologique, fonds d'investissement vert, etc. Finalement, en l'intégrant dans la logique intrinsèque de l'entreprise, le design durable devient plus une opportunité qu'une contrainte. Enfin, profondément convaincu que j'avais intérêt à changer, il me restait à savoir par où commencer. Assez logiquement, si ce n'est pas déjà fait, il est important de faire un état des lieux, un bilan carbone ou une analyse de cycle de vie des produits, par exemple. Cette étape est laborieuse, mais elle permet de mesurer l'ampleur réelle de la tâche à accomplir. Oui, enfin, je trouve plus prudent d'avancer pas à pas. Moi, je préfère viser haut tout de suite. Peu importe l'ambition initiale de la démarche, l'essentiel est de se fixer des objectifs stratégiques pour se donner un cadre d'action. Pour ma part, inspiré par Vestre, une entreprise norvégienne de mobilier urbain, j'ai choisi 6 des 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU. Mais j'aurais aussi pu opter pour un statut d'entreprise à mission, ou viser tel ou tel label. Puis, j'ai réfléchi à la façon d'embarquer mon équipe et mon écosystème dans ma démarche, car sans cette énergie collective, on s'essouffle vite. Cela implique leur dégager du temps, les former, leur laisser une liberté d'initiative tout en les responsabilisant. J'ai aussi longuement échangé avec les designers, afin qu'ils considèrent le design durable comme une source d'innovation et de nouvelles esthétiques. Une transition demande une vision systémique. L'éco-conception, l'upcycling, le réemploi, le recyclage nous sortent de la logique linéaire actuelle. Extraire, produire, consommer, jeter. Fermob, par exemple, conçoit du mobilier de jardin en acier, un matériau qui peut être recyclé intégralement et à l'infini, sans altérer ses propriétés et ses performances. En outre, en pensant circulaire, on intègre mieux son écosystème dans l'équation, du fournisseur au distributeur, en passant par le consommateur et le recycleur. Pas si simple à mettre en œuvre, bien sûr, mais il existe de nombreux organismes pour nous soutenir dans cette transformation, que ce soit l'ADEME,
des éco-organismes comme Valdelia ou Écomobilier, les instituts techniques comme le FCBA, les pôles de compétitivité, les bureaux d'études ou encore les collectivités territoriales. Fini les lignes de production, les courbes de croissance sans fin. Vive les boucles, les cercles, la théorie du donut et de la prospérité. Vive l'économie régénérative. Oui, enfin, réduire l'empreinte environnementale, c'est déjà bien, non ? Et si au lieu de fabriquer des dalles de moquette zéro carbone, on inventait des dalles de moquette qui stockeraient du carbone ? Des puits de carbone artificiels, ça marche ça ? Interface y croit et apporte la preuve industrielle que c'est possible. Et si on suit leur raisonnement, l'activité de toute entreprise d'ameublement pourrait devenir utile à l'environnement. L'expérience des autres entreprises du secteur, à l'instar d'Interface, est une source d'inspiration précieuse. Voici donc quelques suggestions d'itinéraires innovants. Pour remplacer le plastique pétrosourcé, Luc Ménétret et Cyr Dioré ont inventé Greenfib, un polymère écologique dérivé de l'huile de ricin et d'ingrédients naturels. Il sert aujourd'hui à fabriquer notamment des interrupteurs et demain, pourquoi pas, des chaises ou des lampes. Timothée Boitouzet, fondateur de Woodoo, ôte la lignine du bois, c'est-à-dire l'élément qui maintient les fibres, pour la remplacer par une résine biosourcée. Il obtient du bois 3 fois plus rigide qu'à l'origine, ce qui rend possible d'utiliser des essences de faible constitution, comme le charme, largement disponibles en France. Ce nouveau matériau pourrait remplacer le béton, l'acier ou même le verre, en raison de son aspect translucide qui permet d'en faire une interface tactile. Certains font le pari du numérique. Anne Asensio, vice-président Design Experience de Dassault Systèmes, a proposé une expérimentation au designer Patrick Join. En travaillant ensemble avec des outils de design paramétrique et génératif, ils ont pu concevoir Tamu, un prototype de chaise légère et pliable, avec l'impact environnemental le plus faible possible. Dans la même veine, Bold et Batchworks associent design et impression 3D afin d'éliminer les chutes de matière et fabriquer au plus près du client. D'autres entreprises, comme Lucibel, optent pour une relocalisation en France. Son directeur général, Yves-Henri Brebson, a pu ainsi repenser entièrement sa production de luminaires sur le principe de l'éco-conception. Et il maîtrise mieux la qualité de ses produits. Résultat, un coût de SAV en baisse et une étiquette Made in France avantageuse. L'esthétique écologique peut devenir un puissant argument de vente. Cécile Imbert, fondatrice de Fern, applique l'upcycling au mobilier de bureau. Elle donne ainsi une seconde vie à des matériaux recyclés ou récupérés, d'anciens planchers SNCF ou des chutes de métal d'un ferronnier par exemple. Les nouveaux meubles héritent de l'histoire de chacun de ces composants, véhiculant alors le récit d'une transition écologique. Autre exemple, dans les usines de coloration du polyéthylène, le plastique, réduit en poudre, circule dans différents conduits. Aussi, pour éliminer les résidus de plastique de l'ancienne teinte et obtenir une couleur homogène, les 100 premiers kilos de chaque production sont jetés. Maximum récupère ses déchets industriels pour fabriquer sa chaise Gravenne. L'irrégularité de sa couleur rend alors visible la démarche écologique de sa production. Enfin, Stéphane Darcel, cofondateur de Move & Rent, s'est saisi des attentes des consommateurs en matière de développement durable pour imaginer un nouvel usage. Il offre la possibilité aux étudiants et aux salariés en mission de louer des meubles neufs plutôt que de les acheter. Passer ainsi de la propriété à l'usage relève de l'économie de la fonctionnalité et vise, in fine, à réduire la production de biens. Ce sont de beaux itinéraires tout ça, mais c'est un peu comme avec le GPS. La carte est souvent très différente de la réalité du territoire et on finit par rater l'embranchement et se perdre. En se perdant un peu, on peut tomber sur des paysages qui valent le détour. Je préfère les raccourcis. Et moi, les nouveaux points de vue. En explorant les possibilités du design durable, je me suis aussi confrontée à des futurs très éloignés de ma réalité quotidienne. Par exemple, Thomas Diess, l'une des figures des Fab City, m'a expliqué qu'un jour, les villes produiront localement tout ce dont elles ont besoin en mutualisant les outils de production et en s'approvisionnant sur le modèle d'une économie circulaire à l'échelle de la ville. Le cofondateur de Stika m'a raconté son expérience du design en open source.
Les plans des objets deviennent accessibles en ligne et d'autres designers y apportent des améliorations ou des variations. L'accélération du processus d'innovation et les retombées économiques de l'open source ont séduit l'entreprise danoise. Cependant, ces nouveaux horizons renversent les logiques économiques du secteur, déplacent la valeur, floutent les frontières entre les métiers, etc. Ces futurs présentent tous les aspects de la disruption. Finalement, tout ce qui au départ me semblait hors circuit, hors d'atteinte ou hors de question, m'apparaît aujourd'hui comme autant de routes possibles. Je me rends compte que plus on contribue à les bâtir, ces routes, plus on a de chances de pouvoir les emprunter dans de bonnes conditions. Mais comment s'assurer que cette disruption vers un design durable reste véritablement durable dans le temps? Sans doute en se projetant encore plus loin. À vous désormais de tracer votre propre itinéraire et de le partager, pourquoi pas, en open source, afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres, avancer plus vite et dans le bon sens. Dans cet esprit, je vous rappelle en guise de feuille de route les 10 questions que je me suis posées avant de m'élancer. 1. Pourquoi agir dès maintenant? 2. Comment concilier rentabilité et durabilité? 3. Comment réorienter mes objectifs stratégiques? 4. Comment impliquer mes équipes et mon écosystème? 5. Quelle place donner à l'innovation? 6. Pourquoi choisir l'économie circulaire comme destination? 7. Penser durable implique-t-il de changer mes circuits d'approvisionnement? 8. Quel nouveau processus de conception et de production expérimenté? 9. Comment valoriser le design durable dans l'image de mon entreprise? 10. Pourquoi se projeter encore plus loin? Le French Design.